j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien, eh bien en ce retour des vacances de Pâques évidemment. Vous devez être un petit peu déçus j'imagine de retourner sur les bancs de l'école de manière distancielle, mais rassurez-vous, l'année est presque finie et nul doute que vous avez qu'une hâte, c'est de pouvoir déambuler dans votre jardin, ou si pas en extérieur, quand il fera beau et ensoleillé évidemment. Alors oui, vous l'avez vu, aujourd'hui un petit peu différent. Je me suis mis à la fois en décalé, à la fois debout. Voilà, j'ai envie de tenter, de faire autre chose. Et oui, que voulez-vous, je suis un petit ouf gueudin, un petit rigolus, évidemment. Mais voilà, non, blague à part, j'avais surtout un petit peu marre d'être tassé, d'être assis. Et je pense que c'est plus sympa pour une critique à chaud d'avoir une sorte de spontanéité, une envie d'être un petit peu plus rapide, un petit peu plus expressif, vous voyez. Donc voilà, c'est un petit peu mieux debout, je pense. On va tester, on va tenter. On fera la même chose pour les critiques de moi, je vous rassure. Mais voilà, c'est une chose qu'on va tenter ensemble et j'espère que ce format un petit peu étrange, un petit peu en décalé, en oblique vous plaira. Mais voilà, merci en tout cas d'être là, d'être présent pour cette nouvelle critique à chaud, celle du mois d'avril. Alors évidemment, nous avons critiqué Scooby-Doo 1 en octobre et je vous avais déjà mis en garde que nous allions aborder Scooby-Doo 2. Eh bien nous y voici, nous y voilà les amis. Nous allons parler du problème, du cas de Scooby-Doo 2. Eh oui, que voulez-vous? Que voulez-vous, c'est comme ça. J'aime prendre ce petit risque, vous parler de Scooby-Doo 2 qui, tantôt acclamé par certains, par une petite minorité comme une bonne suite, une suite logique, et par beaucoup malheureusement traîne le boulet d'un véritable navet. Et oui, voilà, donc on va essayer un petit peu de connaître les points positifs et les points négatifs de cette suite un petit peu étrange et farfelue. Avant de commencer, bien évidemment, petit et très bref résumé, je vais essayer de le faire très rapidement sur ce film pour pas que ça prenne trop de temps. Donc, pour vous la faire courte, on se retrouve quelques années après les incidents de Spooky Island, Mystère et compagnie s'est retrouvé, s'est réuni, il y a eu de nouvelles enquêtes, il y a eu de nouveaux chics, nouveaux tchacs. Donc voilà, il y a une belle popularité qui se remet en place. Ils sont invités dans un musée propriété d'un jeune Patrick beau, élégant, qui a envie de faire connaître ça à tout Coolville. Oui, la ville s'appelle vraiment Coolsville, voilà, c'est comme ça. Mais malheureusement, pendant la cérémonie, eh bien, il y a des monstres qui reviennent à la vie, qui sont capturés par un par un ptérodactyle, évidemment, un petit peu spectral. Et donc, nos héros vont tenter de comprendre, mais pourquoi est-ce qu'on a dérobé ces monstres, ces panoplies? Pourquoi est-ce qu'on veut les reprendre? Pourquoi est-ce qu'on veut les remettre en vie, les refaire revenir à la vie? Quelles sont les ambitions? Quels sont les objectifs? Donc voilà, il va y avoir tout un questionnement sur qui souhaite la peau de Mystère et compagnie, qui souhaite un petit peu les décrédibiliser, tout ça. Et tout ça, bien évidemment, sera mis en parallèle et par le prisme de Sammy et Scooby, qui seront véritablement les têtes d'affiche de cette suite. Alors, véritable coup de génie ou grosse désillusion marketing, ça, on va tout de suite en parler, évidemment. Mais grosso merdo, voilà, c'est un petit peu le petit résumé du film, sans entrer dans les détails si vous avez envie de le voir, bien évidemment. Et donc maintenant les amis, nous allons parler de Scooby-Doo 2, des points positifs, parce qu'il y en a. J'en ai relevé 2, et j'ai également relevé 2 points négatifs, pour faire un petit peu une balance, voilà. Même si j'aurais pu en mettre beaucoup plus de points négatifs, je vais être honnête. Alors le premier point positif, et ça c'est une chose qui est dans la continuité du premier volet, c'est qu'il y a de belles références au dessin animé de 1969 et même à des personnages qu'on a eu dans ces dessins animés, que ça soit l'homme scaphandre, le passe-muraille, le ptérodactyle, mais je ne me souviens plus vraiment dans quel épisode il était présent. Donc même au niveau des méchants, eh bien il y a de belles références aux vieux épisodes, aux vieux cartoons qu'on a regardés étant petits. Et ça c'est cool parce que d'un côté ça permet de se dire ok donc eux c'est le méchant que j'ai vu dans tel épisode, il est là parce qu'on lui a fait subir ça, il a voulu faire ça, donc voilà, il y a une sorte de référence au dessin animé qui permet d'accrocher le spectateur et ça c'est pas mal du tout.
d'autres références, bien évidemment, sont présentes, que ça soit des références au monde médiatique moderne, et oui, malgré tout, hein, quand Fred souhaite parler à la presse de l'envie de restaurer la paix au sein de Coulsville, eh bien oui, comme nous sommes de bons vieux mécréants, nous les journalistes évidemment, hein, on aime tellement nous coller cette étiquette bien sûr, eh bien à chaque fois qu'on va donner une information, on va la recouper, on va la modifier, ce qui fait que si Fred dit oui, j'aime pas trop Coulsville, on va dire j'aime pas trop Coulsville, voilà, on a beau parler d'une chose positive au sein de Mystère et compagnie, c'est toujours le côté négatif qui va être repris, donc ça fait une petite référence un peu grossière au monde médiatique moderne où les informations, on ne prend pas souvent la peine de les recouper, de les vérifier, et on met souvent en exergue les mauvaises choses plutôt que les bonnes. D'autres, bien évidemment, sont là, des références à la pop culture, des références plus ou moins modernes, les fameux gags dans les cartoons où à un moment donné, eh bien, un produit assez étrange tombe sur un chien, donc ça le fait parler. Voilà, moi j'aime beaucoup surtout l'idée de la référence, et c'est la plus grosse de ce film je pense, c'est de garder à l'œil le spectateur qui a grandi avec les vieux cartoons, en leur disant, voilà, on va parler des monstres qui se déchaînent, et les monstres qui se déchaînent, c'est les monstres que vous avez vus lorsque vous étiez petit. Donc ça, c'est quand même une belle accroche. Mais ce n'est évidemment pas tout, parce que si c'était tout, eh bien la vidéo ferait moins de 10 minutes, et on n'en parlerait déjà plus, puisqu'il y a un deuxième point positif très très important, et on va le découvrir tout de suite. C'est une chose qui est très très intéressante dans ce Scooby-Doo 2. Oui, je ne pensais jamais dire ça un jour en période terrestre, évidemment. Hein. Je pensais le dire un jour dans l'au-delà devant une éventuelle rédemption. Mais non, il y a des choses intéressantes malgré tout dans ce navet qu'est Scooby-Doo 2. Et la chose la plus intéressante, et la, je vais dire, mieux mise en avant dans ce film, c'est le fait de remettre en question sa popularité. Et ça retourne sur le volet de Mystère et compagnie, qui, après s'être réunis au bout du premier film, évidemment, a résolu d'autres enquêtes, a une certaine notoriété, voilà, tous, sans exception, que ça soit Vera, Daphné, Sammy, Fred, ils ont tous véritablement une popularité, une cote de popularité auprès du grand public, et dans Scooby-Doo 2, elle est totalement remise en question. Elle est remise en question, certes, par le fait que, eh bien, la journaliste un petit peu méchante, agressive, souhaite surtout les voir tomber de leur piédestal, mais c'est très intéressant, parce que via le prisme de la presse, eh bien, on se rend compte que Mystère et compagnie, malgré tous ces hauts, toutes ces belles intentions, toutes ces belles actions, n'est pas aussi blanche que ça. Il y a quand même des défauts dans cette équipe, des petites guerres d'ego à certains moments, et parfois le public le ressent et exprime son mécontentement envers cette équipe de lycéens qui a fait tant de belles choses pour Coulsville. Ce qui fait que chaque réaction, chaque fois que la presse va être à tel endroit, que Mystère et compagnie également, chaque fois qu'un tel méchant va apparaître, que Mystère et compagnie va y être, eh bien on va tout leur mettre sur leur dos, ce qui fait qu'à un moment donné, une personne comme Fred, qui est censé être le leader charismatique, mine de rien, de cette bande, se remet en question, se demande, tiens, cette équipe, c'est un peu moi qui l'ai fondée à l'époque, est-ce que dans un sens j'ai bien fait, est-ce qu'il faudrait pas tout arrêter, retourner peut-être à une vie un petit peu plus normale, sachant que tout ce qu'on essaye d'entreprendre n'est jamais un gage de réussite. Et de l'autre, évidemment, le côté popularité, c'est qu'à chaque fois, Mystère et compagnie va être attendu au tournant. On attend évidemment d'eux qu'ils arrivent à résoudre toutes les enquêtes en un claquement de doigts. On va un petit peu tenter peut-être de leur faire porter le chapeau sur le crime final du film, ce qui fait que finalement, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser, on ne sait pas vraiment vers qui se tourner. Donc oui, c'est très intéressant, je trouve, d'avoir voulu remettre en question cette popularité, cette petite notoriété qu'a pu avoir Mystère et compagnie, que ce soit auprès des médias, auprès d'autres presses évidemment, ou même auprès des plus proches alliés, à savoir Patrick, le directeur du musée. Parce que même Mystère et compagnie, entre eux, ils vont se remettre en question. C'est-à-dire que quand les soupçons vont peser sur Patrick, sur le fait que c'est peut-être lui l'homme ptérodactyle,
Vera, elle, va dire non, ça peut pas être lui, ça peut pas être lui, puis à un moment donné, elle va se rendre compte que oui, et les autres, ils sont un petit peu, oui, mais enfin, Vera, comment est-ce qu'il pourrait te faire ça? Il t'aime bien, il t'apprécie, il a fait un petit rencard avec toi, tu vois, c'est cool. Donc non, il y a vraiment cette idée de remise en question qui est bien mise en avant, qui est, je vais dire, assez bien exploitée sur le film, même si au final, ça reste très moyen, on va être honnête, c'est pas ouf. Mais d'une manière générale, c'est bien mis en avant. Mais bon, les amis, puisque nous sommes ici pour une critique à chaud, il y a quand même des choses qui ne vont pas et il faut en parler. On a parlé des 2 points positifs, mais maintenant, abordons quand même les 2 beaux points négatifs de ce Scooby-Doo 2. C'est un des plus gros défauts de ce film, véritablement. Je l'ai revu quand on était dans le premier confinement et je pense que, petite brève parenthèse, hein, nous, vous, moi, lors du premier confinement, on s'est amusé, je crois, à revoir de vieux films qu'on n'avait plus vus depuis longtemps. On s'était dit, bah tiens, je l'ai vu quand j'étais petit, il a sûrement changé, aujourd'hui je vais avoir un œil plus adulte, je vais pouvoir avoir un meilleur jugement. Et ben non, c'est comme ça. C'est comme ça. Scooby-Doo 2, je l'ai revu pendant le premier confinement, parce que Netflix avait mis les 2 en ligne, je crois. Et force est de constater que Scooby-Doo 2 est toujours pas ouf. Scooby-Doo 2 est toujours pas ouf, et toujours pas à la hauteur de ce qu'il aurait dû être, et c'est ça qu'on se dit finalement. Si Scooby-Doo aujourd'hui est une licence davantage de niche, parce qu'il y a très peu de gens qui clament haut et fort qu'ils sont fans de Scooby-Doo. Moi j'aime beaucoup le premier dessin animé de 1969, et même Quoi de neuf Scooby-Doo qui est son pendant un petit peu plus réussi des années 2000, mais en soi Scooby-Doo ça reste quand même un univers de niche mine de rien, et je pense que les 2 films en soi n'ont pas aidé à ouvrir cette licence à d'autres personnes. Et oui, le plus gros problème de Scooby-Doo 2, ce sont les nombreuses gaffes, gags, humour inutiles, sans véritablement être nécessaire en soi, hein. Surtout le fait d'avoir Sammy et Scooby qui vont être les 2 personnages phares, moteurs de ce film, ça n'aide vraiment pas. Moi, il y a énormément de moments qui m'ont sorti du film, hein. Véritablement, ça m'a saoulé. Parce que entre les paix, les rôles, les c'est très limité, c'est vraiment très limité, alors que le premier, bon, essayait un petit peu, à la différence du 2, de mettre en avant tout le monde dans le groupe, que ça soit Fred, Vera, Daphné, le marabout de la plage, Monsieur Mondavarius, et Sammy et Scooby avaient un temps, je vais dire, limité un petit peu à l'écran. Ici, tu les vois quasiment tout le temps. Tu vas faire un rencard avec Vera, ils sont là. Tu souhaites aller dans un manoir, chercher des infos sur le spectre du Chevalier Noir, eh ben ils sont là. Tu es enfermé dans une cage, eh ben ils sont là. Ils sont partout. Je peux totalement comprendre l'idée des réalisateurs de se dire ouais, mais Sammy et Scooby, c'est des personnages qui sont appréciés du grand public, ça va faire plaisir de les voir plus qu'en arrière, au lieu d'être des seconds rôles, ils vont être les héros de cette histoire, et de base, c'est sur ça que ça part, hein. Sammy et Scooby se discutent entre eux et se disent, ouais, mais tiens, nous, on a toujours été les seconds couteaux, c'est toujours les autres qui résolvent les enquêtes, qui résolvent les enquêtes, nous, on est toujours en arrière, et si c'était à nous de jouer pour une fois, eh bien, les gars, je crois que vous auriez mieux fait de rester en arrière. C'était le meilleur plan, je pense. Vers la fin du film, Sammy et Scooby, Sammy il prend des produits de testostérone, Scooby devient super intelligent, donc Sammy il fait j'ai des gros muscles, donc voilà, c'est un petit peu ça. Il y a aussi le fait avec la poursuite avec les 2 squelettes à un moment donné, où ils utilisent leur tête comme du surf, enfin, c'est pas drôle, c'est plus drôle, s'il vous plaît quoi, s'il vous plaît, c'est plus drôle. Mettez autre chose, mettez une Vera un petit peu plus intelligente, mais Sammy et Scooby, les gars, si à un moment donné vous ne leur faites faire que des proutes, des paix et quelques blagues nulles, mais ça sert à rien, faites pas un film. Sans vous mentir les amis, je ferai pas un ratio, je suis pas là pour faire un ratio tel temps, mais honnêtement,
sur l'entièreté du film, c'est-à-dire sur quasiment 2 heures de film, je pense que c'est entre 1h30 et 2 heures dans ces eaux-là, 60 voire 70% du temps, c'est consacré à Sammy et Scooby qui font des vannes, qui font des blagues, qui font des proutes, qui font des rots, qui arrêtent pas d'avoir peur, qui arrêtent pas de fuir. Ça sert à quoi de faire un film sur eux deux, honnêtement? À la limite, vous auriez pu faire un film sur nos 2 personnages-là, sur les 2 protagonistes, mais leur faire avoir une certaine... je vais dire un certain dialogue, une certaine distance par rapport à leur personnalité, leur faire avoir de véritables moments de réflexion, d'envie, de montrer qu'ils sont capables d'être autre chose que des personnages secondaires. Et le seul moment où c'est peut-être intéressant dans le film avec eux deux, c'est quand ils sont à la décharge avec les groupuscules de méchants, où ils essayent un petit peu d'obtenir des infos sur le spectre du Chevalier Noir, sur pourquoi est-ce qu'il y a eu telle envie de recréer les méchants. C'est peut-être le seul moment intéressant du film, parce que sinon le reste, c'est acheté quoi. Mais, je vous rassure, ce n'est pas le seul point négatif, parce qu'il y en a un deuxième, et ça je pense que c'est le pire point qu'on peut avoir dans un film, c'est-à-dire qu'on sait déjà tout à l'avance. Mais je m'explique. C'est un problème dans un film, peu importe le genre, qu'on soit dans de l'animation, dans de la romance, dans un côté un petit peu thriller, dans un nanar, on a toujours ce côté suspense, parce que dans un film, on a un protagoniste qui est le gentil, et on a un antagoniste, ou plusieurs antagonistes qui sont le ou les méchants. Et bien souvent, le méchant, on le découvre à la fin, dans un petit cliffhanger un petit peu surprenant. On se dit « Oh, incroyable, je n'aurais jamais cru que ce serait lui. Tu l'aurais parié, toi ?» Ben, moi non plus, je ne l'aurais pas parié. Vous voyez un petit peu le truc. Le problème, c'est qu'il arrive à certains moments que dans certains films, vous voyez mon regard, hein, Scooby-Doo 2, nous y sommes évidemment, que l'on sache à l'avance, dès le début du film, qui va être le méchant. Ce qui fait que tu n'as pas vraiment de raison d'aller jusqu'au bout, de vouloir regarder la suite, de taper quasiment les 2 heures de film pour te dire « Ben oui, mais je savais que c'était lui le méchant, pourquoi je me suis fait chier à regarder jusqu'au bout ?» Parce que oui, dans Scooby-Doo 2, on sait quasiment à l'avance qui est le méchant. Véritablement, au premier abord, tu pourrais dire « Ouais, il y a peut-être Patrick, le directeur du musée, il est pas louche. Non seulement il a un musée un peu glauque, et en plus il a toutes les panoplies des monstres des années 70. Et comme de par hasard, chaque fois qu'il y a un problème, il est là. » Bah oui. Donc on pourrait tenter d'aller vers Patrick. Le problème, c'est que c'est quand même un homme ptérodactyle qui est venu dans le musée. Patrick, il était là à ce moment-là. Faut quand même m'expliquer comment le mec, il a eu le temps de se changer en 2 temps 3 mouvements, et comment est-ce qu'il est revenu tranquille en se disant « Oh mon Dieu, mon musée était cambriolé, mais qu'est-ce que je vais faire, Vera ?» J'ai eu un petit souci de voix, comme vous venez de l'entendre à la caméra, rassurez-vous, ce sera coupé. Donc oui, je disais, on pensait que c'était Patrick, mais finalement c'était Jonathan Jacobo, le mec qui avait créé un système de ptérodactyle mécanique qu'on croyait mort et qu'en fait il n'était pas vraiment mort. Ah oui, ça arrive souvent dans les films, je croyais que tu étais mort, mais en fait je n'étais pas vraiment mort, ça devrait plus exister. Plus le film avance, plus tu découvres des indices, plus tu lis les livres poussiéreux dans le manoir du spectre du Chevalier Noir, plus tu vois dans les hôtels un petit peu funéraires les photos, les images de Jonathan Jacobo, et tu te dis bah oui mais en fait c'est lui depuis le début, et bah oui c'était lui depuis le début, et moi la première fois j'ai pas été surpris de le voir en tant que méchant, et ça c'est un problème en soi. Déjà en tant que spectateur neutre c'est déjà un problème, et puis en tant que film, où est ton mérite? Je veux dire les amis, le but d'un film c'est pas de savoir dès les 5 premières minutes qui est le méchant, on va être bien d'accord là-dessus. Le but c'est de savoir petit à petit les indices qui pourraient potentiellement vers une idée de méchant, une idée éventuelle, mais là Scooby-Doo 2, ils te le plombent, ils te disent bah ouais, le méchant c'est lui, voilà, vous avez tel indice, tu sais, t'aurais pu faire juste ça, tu savais qui était le méchant, voilà, il y avait juste une prise à brancher, c'était bon.
Et honnêtement, je pense que c'est un des plus gros défauts de ce film, et c'est ce qui est sa plus grande tare, c'est d'avoir ce côté prévisible. Chaque action, tu sais qu'il y a un truc potentiel qui peut se passer, tu sais que Sammy et Scooby ils vont faire les cons, évidemment, bien sûr avec la platine où ils vont jouer au DJ Frankie plutôt que de la mettre en place et d'éteindre la machine, mais tu le sais, mais il y a tellement de moments dans Scooby-Doo 2 qui sont prévisibles, qui te donnent pas envie de continuer, qui te donnent pas envie de connaître la suite de l'histoire, et ça c'est frustrant en tant que spectateur neutre, mais c'est frustrant aussi quand soit tu mets ton film ou que tu le payes. Parce que le plus triste, les amis, c'est que des gens sont allés au cinéma le voir. C'est que des gens ont été payés pour voir ce film. Après, le boulot des scénaristes, voilà, il est ce qu'il est. Le boulot des producteurs, il est ce qu'il est. Ils ont fait de leur mieux. C'est pas à eux que j'en veux. C'est au film en lui-même. Parce que les mecs qui bossent derrière, ils sont quand même là. Ils t'ont quand même pondu un film. Ils t'ont quand même fait le budget pour le faire. La FX, bref. Il y a tout un groupe derrière qui a travaillé dessus avec cœur, avec acharnement. Mais le rendu final du film en lui-même, de l'histoire, de la narration, de sa trame, elle n'est pas extraordinaire. Nous arrivons à la question tant redoutée dans ces Review Time, est-ce qu'il faut voir le film ou est-ce qu'il faut ne pas le voir? Et là c'est un choix quand même très cornélien, mais on va essayer d'y répondre. Franchement, pour ce film, je pense que ça va être très compliqué de vous donner un avis véritablement pour est-ce qu'il faut le voir ou est-ce qu'il faut pas le voir. Moi, en tant qu'Alexandre, en tant que La Minute en Vrac, je vous dirais non. Bien évidemment que non, pas pour le fait que les scénaristes ont fait un mauvais boulot, mais pour votre temps. Parce que honnêtement, vous allez un peu perdre votre temps, et sur 1h30, c'est long quand même. Donc si vous avez envie de perdre votre temps, allez-y. Maintenant, c'est moi en tant que personne, en tant que spectateur qui vous donne cet avis-là. Maintenant, si je devais donner un avis purement objectif, très neutre, je vous dirais quand même de le voir. Parce que tout film qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit long ou court, il a le mérite d'être regardé, d'être vu, d'être partagé. Et ce n'est pas parce que moi je n'aime pas ce film que parmi vous, l'un va trouver ce film extraordinaire et va avoir envie de le partager, mais de manière très positive. Et c'est tant mieux. C'est ça qui est beau quand même avec le propre de la démocratie et du droit à la liberté d'expression, du droit à la critique. C'est que chacun va avoir son propre avis, son propre rendu sur un film. Il y a des films que je n'aime pas du tout. Peut-être, voilà, Happy Feet 2, on en parlera, n'est pas extraordinaire comparé au 1. D'autres le sont moins. Scooby-Doo 2, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas du tout. Voilà, je n'aime pas du tout ce type d'humour, ce type de film. Et je trouve qu'il aurait été bien mieux fait de manière autre. Mais vous, certainement que vous allez l'apprécier, peut-être, et je l'espère pour vous. Donc voilà, je suis un petit peu entre deux chaises, comme vous pouvez le voir. Pour résumer, les amis, Alexandre vous dirait non, n'allez pas voir ce film, vous allez perdre votre temps les amis, mais de l'autre, La Minute en Vrac vous dirait, allez voir ce film les amis, faites-vous votre propre avis, c'est le plus important, n'écoutez pas ce vieux sagouin juste à côté. C'est pour toutes ces raisons que Scooby-Doo 2 est un film, je vais dire tantôt, pas acclamé, mais je vais dire salué, parce que voilà, c'est un film qui a le mérite de nous replonger dans l'univers de Scooby-Doo, de nous faire retrouver certaines références, certains monstres qu'on a connus étant petits, qui nous ont fait peur quand on était petit. Moi, l'homme scaphandre, quand j'étais petit, il me faisait peur, oui, j'étais pas rassuré quand je le voyais sortir de l'eau avec toutes les algues là. Mais d'un autre côté, Scooby-Doo 2 est aussi la démonstration, je vais dire parfaite, des suites, du problème des suites, de ce qu'un film peut faire à une licence. Parce que mine de rien, oui, aujourd'hui Scooby-Doo existe encore, oui, aujourd'hui Scooby-Doo est diffusé sur des chaînes de télé pour enfants, mais aujourd'hui, mine de rien, Scooby-Doo reste une série de niche, véritablement. Comme Yu-Gi-Oh à une époque, Yu-Gi-Oh reste encore aujourd'hui un animé de niche, alors que c'est peut-être un des meilleurs animés, je trouve, de notre enfance, et même c'est un animé extraordinaire, mais ça reste de niche, et c'est la faute peut-être à un film qui était soit trop ambitieux, soit pas assez ambitieux, et qui finalement s'est planté, comme nous à la piscine quand on fait un petit plat.
Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette critique à chaud un petit peu différente, et oui, j'espère que vous apprécierez le format un petit peu plus debout. Moi ça me parle un petit peu plus, voilà, je me trouve un petit peu plus vif, un petit peu plus loquace, et c'est peut-être pas plus mal dans ces critiques à chaud. On essayera également de le faire debout pour les critiques du mois. Voilà, je pense que ça peut bien donner. En plus, le décor ici est sympa. Vous avez à la fois mes petites figurines pop ici et mon beau poster de Bellatrix. Donc voilà, c'est pas plus mal. Dites-moi dans les commentaires votre avis si ce format un petit peu debout vous plaît. Rassurez-vous, on continuera de faire des critiques à chaud, bien évidemment, et on se retrouvera, je pense, c'est au mois de juillet, si je ne dis pas de bêtises. Non, au mois de juin, que dis-je. Et au mois de juin, si je ne m'abuse, on parlera de Happy Feet 2, justement. Donc voilà, on abordera le problème Happy Feet 2, qui, au lieu de réussir à surpasser le premier volet, hein, qui était très très bien, eh bien Happy Feet 2 a pris un petit peu froid. Voilà, il a donné un petit peu un coup de froid aux jeunes spectateurs neutres que nous sommes, donc on en parlera. Comme d'habitude, bien évidemment, avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est le plus important, voilà. Vous avez la chaîne juste ici et juste en dessous, eh bien vous avez mon petit blog L'Actu en Vrac où vous pourrez retrouver cette critique sous format écrit, et j'espère que vous serez au rendez-vous, comme ça vous aurez à la fois le format vidéo et le format écrit. Tous les liens que vous trouvez ici sont dans la description. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée les amis, portez-vous bien. Prenez soin de vous, continuez de prendre soin de vos proches et nous on se retrouve au mois de mai pour les 2 prochaines vidéos, un instant DBZ et surtout enfin la critique du mois sur Dragon Ball Z Kai première partie. A bientôt les amis, salut.